sur l'état de notre système de santé? Alors, avant de répondre à votre question, qui est une petite introduction qui est nécessaire, d'abord dans ma présentation, c'est pas très grave, mais enfin, homme d'affaires, je sais pas dans quel... Parce que j'ai vu que vous dévouliez, enfin, c'est pas péjoratif quand je dis, hein, c'est dans le fait que vous développez pas mal de choses à la fois, voilà. Ouais. Je peux l'enlever, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est simplement. Pour moi, c'était pas... Et en effet, dans les quelques... non, mon métier aujourd'hui, c'est plutôt d'être enseignant, chercheur, professeur d'économie à l'ESCP, et Sciences Po, voilà. Okay. Et j'ai créé un centre de recherche qui s'appelle l'Institut Santé, justement dédié à leur fondation, donc on peut en parler, qui a sorti ce livre, hein, d'ailleurs, donc dans lequel je n'ai aucun intérêt commercial, donc vous pouvez y aller. Aussi, c'est pour le centre de recherche. D'abord, je tiens à remercier Roland, Michel et Solange Ménival, parce que je connais la difficulté d'organiser ce genre d'événements au-delà des impromptus qui peuvent arriver avec des invités. Je regrette évidemment de ne pas pouvoir dialoguer avec Frédéric, qui est un ami, avec lequel on partage un certain nombre de choses, sur lequel on a des divergences de fond, mais si on veut rebâtir le système de santé, il est évident qu'il ne faut pas prendre juste ceux qui pensent la même chose. Bon. Puisque c'est une richesse d'avoir dans notre société des visions différentes, quel que soit le camp, et de toute façon il faut trouver un peu le point de rencontre. Parce que, ce qu'a peut-être dit prédécesseur il y a 2 jours, c'est que oui, il faut s'adapter, mais c'est pas pour ça qu'il faut en oublier le corpus de valeurs qui... Je pense qu'elle n'a pas dit la même chose que vous allez nous dire. En tout qui a fait qui fait société, qui a fondé notre système de santé. Alors, d'abord, quels sont les enjeux? Parce qu'avant de voir le diagnostic, il faut voir les enjeux. Si notre système de santé est quasiment par terre, c'est parce qu'on a fait, de mon point de vue, pas mal d'erreurs politiques depuis 20 ans, et parce que le monde a radicalement changé en ce qui concerne la santé. Il y a trois phénomènes importants, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a 3 phénomènes importants qui impactent directement le système de santé. Ce que j'appelle la triple transition. Vous avez une transition qui est démographique. La question, c'est de savoir quel impact ça a et les conséquences que ça peut avoir. Bon, tout le monde connaît les principaux chiffres. Cet impact, il est historiquement intensif de 2010 à 2030. C'est pas simplement un processus continu. Juste une précision, les chiffres, vous faites comme si c'était une évidence, donnez-en 2 peut-être. Oui, en général, on parle de vieillissement pour la partie de la population de plus de 65 ans. Elle va passer de 17% en 2010 à 26% en 2035. Les plus de 80 ans vont passer de 5 à 11. On a mis des millénaires pour faire vivre une partie de la population après 80 ans. En 20 ans, on va plus que doubler cette part de la population. Bon. Juste une précision, Nouvelle-Aquitaine, 2030, les plus de 60 ans seront plus nombreux que les moins de 30. Voilà. Donc... à partir de là, quel impact ça a? Ça nécessite de changer de stratégie, de paradigme. Aujourd'hui, on a probablement le mieux réussi au monde, ce qu'on appelle la stratégie d'accès aux soins. Notre système de santé, encore aujourd'hui, il est basé sur une stratégie de 1945 qui est de médicaliser les territoires et de faire en sorte que chacun ait un accès à un professionnel de santé. Bon, moi, je trouve, puisque j'ai aussi une activité de conseil, ce qui était peut-être le cas, je conseille quelques pays émergents, c'est ce qu'on essaie de faire quand on est en train de construire un système de santé. Bon, mais nous, on est resté un peu à cette phase-là, hein, d'accès aux soins. Chaque ministre qui vient dit « je serai la ministre de l'accès aux soins ». Ce qui fait qu'on le fait d'ailleurs de moins en moins bien, et ce qui fait qu'on a un système qui est pensé pour s'occuper des malades. D'accord ? Or, quand vous avez ce phénomène de vieillissement de la population, vous êtes obligé, pour rendre le système soutenable, mais aussi, si on veut corriger les inégalités, puisqu'on a remarquablement réussi dans le soin, mais puisqu'on n'a pas travaillé sur le maintien en bonne santé, on fait partie des pays avec un niveau d'inégalité sociale de santé parmi les plus élevés. Différentes espérances de vie entre un cadre et un ouvrier, c'était 6 ans en 1980, c'est 6 ans et demi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après tous les investissements et les progrès technologiques, c'est quand même pas quelque chose de... c'est pas une réussite. Entre le Nord-Pas-de-Calais et l'Île-de-France, vous avez 4 ans de différence d'espérance de vie, toutes choses étant égales par ailleurs. Bon, donc on n'a pas réussi ça. Depuis 10 ans, l'espérance de vie sans incapacité chez les hommes stagne. 62 ans, 6 en 2010, 62 ans, 6 l'année dernière. Bon, il y a 2 ans. Ça veut dire que 100% des progrès d'espérance de vie se font avec des incapacités. On va quand même trouver que ça soit une réussite. Donc on viendra sur le diagnostic, c'est une crise d'efficacité. Donc ça veut dire
qu'il faut, et oui, une chose assez simple, plus difficile après à mettre en place, effectivement on pourra discuter des solutions, il faut passer d'un système qui avait une stratégie, je dirais, monolithique, avec un seul axe qui était l'accès aux soins, une stratégie qui doit être duale entre le maintien en bonne santé et plus l'accès aux soins, mais l'accès aux meilleurs soins, aux meilleurs coûts. On pourra y revenir. Donc ça, c'est une obligation. C'est pas, faut faire de la, on verra que c'est pas de la prévention. Le maintien en bonne santé, j'entends toujours prévention, mais tout le monde sait que le système de soins, il est responsable que de 15 à 20% de l'état de santé d'une population. Dans les pays pauvres, vous allez voir un petit peu si c'est le système de soins. Donc en effet, les villes, mais vous voyez un petit peu comme on en est loin culturellement. Moi, j'ai pas entendu un seul débat sur la santé. J'en ai fait un l'autre jour sur une chaîne de télé, on était deux parce qu'il n'y avait aucun des candidats à Paris qui était... Tout le monde se fout de la santé, en fait, sur un plan... politiquement parlant. Politiquement parlant. Sur le plan des collectivités locales. Enfin, tout le monde se fout, c'est pas que tout le monde s'en fout, c'est qu'on est toujours quand même, parce que moi je l'entends, je côtoie un certain nombre de ces responsables, c'est qu'ils disent mais c'est pas notre responsabilité, c'est l'État. Parce que quand vous parlez santé, les gens pensent hôpital, avant tout. Et d'ailleurs, sur des débats d'environnement, vous pouvez avoir des débats pendant des heures sur l'environnement sans que la santé de la population soit abordée, ou à peine. C'est pour ça qu'on tenait à ce petit à propos tout à l'heure. Donc, non mais, voilà, donc vous voyez que c'est pas simplement toujours technique, parce que si on n'arrive pas à politiser le débat sur la santé, on n'arrivera pas à véritablement faire des progrès. Donc il faut que les hommes politiques et les femmes politiques s'emparent du sujet par rapport à leur vision de la société, avant d'aller savoir si je fais la T2A à l'hôpital ou si je continue à payer à l'acte les médecins. Donc ça, c'est cette première transition qui change la donne par rapport à ça. Deuxième transition, c'est le changement de la nature du risque. Hein. Un système de santé, comme un système d'assurance chômage, comme un système de retraite. Pourquoi est-ce qu'on a un système? C'est parce qu'il faut gérer un risque et qu'il faut mettre en face de ce risque un système. Bon, il se trouve que ce risque est en train d'être complètement transformé depuis une vingtaine d'années, de plusieurs manières, mais de façon commune pour tous ces risques sociaux, c'est de passer d'un risque court à un risque long. Hein, il y a 50 ans, il n'y avait pas de retraite, puisque l'espérance de vie était de 62 ans et la retraite était à 65 ans. Bon, il n'y avait pas de chômage, ou tout du moins il y avait un chômage de courte durée. Plus de 2 millions de personnes sont au chômage depuis plus d'1 an, et la retraite aujourd'hui dure 25 ans. Bon. La santé, c'est pareil, on passe du risque court avec des pathologies aiguës à des risques longs avec des pathologies chroniques. Donc la stratégie de gestion de ce risque-là est complètement transformée par cette évolution même du risque. Vous voyez, avant de savoir cette chose. Est-ce que nous avons adapté notre système à cet allongement du risque qui entraîne plusieurs choses, on verra dans la partie solution, mais qui entraîne en effet, c'est que le pilote change. Hein, dans un risque court, le pilote, c'est le système. Dans ce cas-là, le professionnel de santé. Ou c'est l'État, ou c'est la sécurité sociale pour l'assurance chômage. Ne t'inquiète pas de ton chômage, je m'en occupe parce que tu auras des allocations et donc tu auras le temps de retrouver du travail. Ne t'inquiète pas de ta retraite, je m'en occupe parce que tu payes des cotisations sociales. Ne t'inquiète pas de ta santé, je m'en occupe parce que tu auras un accès aux soins. Bon, ça marche pas dans un risque qui est aussi long que le risque actuel. C'est-à-dire qu'il faut que le pilote devienne celui qui est à risque. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut à la fois qu'il faut l'armer le plus tôt possible. Donc on en revient à ce maintien en bonne santé, parce que si vous l'armez juste une fois qu'il est malade, c'est trop tard pour qu'il ait véritablement une prise de conscience, qu'il puisse agir avec efficacité. Et il faut donc réorganiser le système pour transférer pas simplement des flux financiers, mais des services, de la capacité à l'individu. Encore une fois, que ce soit pour la santé ou pour le reste. Si on prend spécifiquement la santé, on passe évidemment à ce qu'on appelle cette logique de parcours dont tout le monde parle, mais qui n'est toujours absolument pas organisé. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas de réflexion de fond. D'abord, un parcours, ça ne veut pas dire qu'on raisonne tout au parcours. Pour les professionnels de santé, un parcours, c'est une succession d'actes qui restent des actes ponctuels. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'individu, c'est pas parce qu'il va avoir accès, s'il a accès qu'à 50 ou 70% des services de son parcours, il sera mal pris en charge. Et que la complétude de ce parcours est un enjeu qui n'est pas simplement médical, mais qui est un enjeu aussi de bien-être. Il n'y a pas que des enjeux médicaux. C'est pour ça que le pilote doit être l'individu. Je vais prendre juste un exemple. En matière de financement,
je reviendrai peut-être sur les erreurs dans le diagnostic. On y reviendra avec le quand je suis... non, allez-y, finissez, voilà une belle fausse idée qu'on va mettre en place bientôt, ce qui va à mon avis finir de mettre par terre l'hôpital public, c'est le paiement au parcours. On se dit, tiens, puisqu'il faut, il faut organiser en fonction des parcours, si on payait au parcours l'ensemble des professionnels de santé, bon, mais alors comment je fais pour payer au parcours? Parce que j'ai plein d'acteurs différents, les gens voient ça comme un problème alors que c'est une des forces de notre système de santé français, d'avoir des acteurs qui peuvent être libéraux, qui peuvent être du privé non lucratif ou du public. C'est pourtant assez simple à comprendre, mais c'est vu aujourd'hui comme un obstacle parce que dans l'imaginaire technocratique, on se dit finalement si tout le monde avait le même statut, travaillait avec le même employeur, ça serait plus simple de gérer le parcours. Vous voyez, un enfant de 10 ans, il se dit bah oui, c'est plus simple. Bon. Alors, d'une part, on est sûr de ne pas avancer quand on raisonne comme ça, parce qu'on soit pour ou contre l'exercice libéral, vous avez 115 000 médecins libéraux qui sont quand même la chance que l'on peut avoir en médecine de ville, et vous avez 1000 hôpitaux publics qui sont la chance qu'on peut espérer pour une bonne prise en charge hospitalière, sachant que les médecins libéraux sont dans les cliniques privées, je n'oublie pas les cliniques privées. Bon. Mais la question n'est pas là. La question, si on veut être suffisamment disruptif, c'est que l'idée, la bonne idée sera de confier au patient citoyen lui-même le pilotage de ce parcours. Et avec évidemment le numérique, on peut l'avoir, mais il faut aller jusqu'à la gestion de son propre budget santé. Certains pays sont en train de le faire, mais ça me semble pas très compliqué à comprendre qu'il faut tendre. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire dans les 3 ans qui viennent, parce que c'est très disruptif. Mais je pense, pour le coup, je suis plutôt défavorable aux expérimentations. Quand il y a des choses évidentes, il n'y a pas besoin de les expérimenter, on peut les mettre en place. Expérimenter la télémédecine, c'est sympathique, enfin bon, donc enfin on l'a expérimenté avant de la déployer, avec le succès qu'on connaît. Mais aujourd'hui, il y a clairement, c'est comment est-ce que je peux rendre capable le patient diabétique ou le patient insuffisant cardiaque d'avoir une expertise, une capacité à gérer son parcours. C'est à partir de lui qu'il faut penser. Mais nous, on pense à partir de l'hôpital. Hein, le forfait hospitalier qu'on est en train de, le forfait pour gérer la pathologie, pour gérer le diabète qu'on est en train d'expérimenter, on le fait à partir de l'hôpital. Et je ne jette pas la pierre au pouvoir public. Pourquoi? Parce que quand vous êtes ministre de la Santé ou quand vous êtes dans la haute fonction publique, vous considérez qu'il n'y a qu'une seule institution qui existe et sur laquelle je peux me reposer en France, c'est l'hôpital. D'accord? Vous la nécessité. Juste la dernière transition, c'est la transition technologique dont il faut exploiter tous les bénéfices et dont il faut gérer tous les risques. Juste une question, pour être plus précis et qu'on puisse après répondre avec nos experts. Vous avez mis en avant la gestion de son propre budget, mot pour mot, par le patient. Est-ce que là, il n'y a pas justement, puisque vous parliez d'inégalité tout à l'heure, est-ce qu'il n'y aura pas une inégalité de fait parce que certains sauront, d'autres ne sauront pas? Comment vous dites qu'il y aura des applications numériques? Mais ça, c'est... Oui, si j'avais eu mes pierrues en face, voilà une vraie divergence dans la vision de la société que de l'autre. Moi, je ne considère pas qu'il y ait un déterminisme social qui fasse que vous allez avoir des gens qui vont rester toute leur vie en bas de l'échelon social et d'autres qui vont pouvoir aller le plus haut possible. Donc, je pense que ce déterminisme social, ou tout du moins, peut se corriger. Donc je ne pense pas que cette responsabilisation individuelle qui est en fait une mise en capacité de tout le monde, et c'est justement parce que si vous n'avez pas un système qui véritablement a cet objectif-là de rendre tout le monde capable, vous creusez les inégalités. Parce que de toute façon, les gens les plus capables, pour différentes raisons, pas simplement financières, hein, la sensibilité, la capacité à gérer son capital humain n'est pas uniquement liée au revenu. Là, vous laissez tout le gradient social s'exprimer en matière d'inégalité. Juste ce budget personnel santé, c'est un budget qui, à mon avis, il faut mettre en place à partir de l'assurance maladie, qui permettrait sur les affections de longue durée, on connaît très bien les coûts de ces affections de longue durée, et surtout ces coûts ne sont pas les mêmes en fonction des individus, tout le monde n'a pas le même besoin, peut-être dans ce qui est le plus médicalisé, mais dans ce qui est le moins médicalisé, vous avez des gens qui ont plus besoin de certaines prestations que d'autres. Et l'idée finale, c'est d'arriver à se rapprocher le plus possible des besoins individuels. Alors évidemment que ceux qui ont le moins de capacité à avoir cet autonome-là, il faut, c'est pas le bon mot, mais enfin des coachs, probablement pour les assister, pour s'assurer qu'ils aient bien la capacité à pouvoir utiliser ce budget-là.
Mais il y a peut-être d'autres idées, hein. Je ne prétends pas que cette idée est truc, mais par contre, la réflexion doit se faire comment est-ce que je peux, en partant des besoins individuels et des capacités individuelles, piloter ce parcours-là, et non pas à partir de l'offre. Il faut passer d'un système où on gère l'offre, donc un système de l'offre, à partir d'un système de la demande. Merci beaucoup. On avait décidé de faire une introduction pour bien mettre ce débat en place. Je pense qu'on a quelques éléments bien moissonnés qui vont nous faire agir. Bertrand Garros, je vais reprendre quelques éléments de langage sous le contrôle de son auteur. Notre système pensé pour s'occuper des malades, il est vraiment quasiment par terre aujourd'hui et on peut s'inquiéter autant que notre invité. Et est-ce que les réformes en cours, on parle de l'hôpital public, vont finir par mettre totalement au sol l'hôpital public? Une réponse de votre part. Alors, ce qui me frappe dans tout ce qui vient d'être dit, c'est pas le fond, parce qu'en fait, je pense que le constat qui a été fait, globalement, il est maintenant aujourd'hui très largement partagé. Ce qui me frappe, c'est qu'il est partagé, il a été évoqué depuis très longtemps. J'ai siégé au comité de santé publique, le premier au comité de santé publique dans les années 90. Le premier rapport que nous avons sorti, on pourrait presque le reprendre aujourd'hui tel que, donc, je pense que dans tout ce qui vient d'être dit par Frédéric Bizard, qui est tout à fait intéressant, la question pour nous, c'est de se demander pourquoi on met tant de temps à s'approprier ce type de constat. Alors aujourd'hui, oui, c'est partagé. On sait que, moi, quand j'ai commencé ma carrière à l'INSERM dans les années 70, on me disait on a le meilleur système de santé du monde. Maintenant, on sait que c'est plus vrai. Alors maintenant, on dit on a le meilleur système de soins. On l'a entendu beaucoup hier. Hein. Oui, on l'a entendu beaucoup. C'est sûr que c'est meilleur que dans beaucoup d'autres pays, donc c'est très bien, mais de se dire on a le meilleur système de soins, ça ne fait pas une ambition. Moi, j'ai ma conviction, c'est qu'avec le pays que nous sommes, les ressources humaines et financières que nous avons, on pourrait faire beaucoup mieux que ce que nous faisons. Donc la question, c'est plus ça. Alors évidemment, si on se compare à d'autres, on est bien meilleur et on s'en félicite notamment quand on est malade. Donc, ma première réponse, enfin mon premier commentaire, c'est déjà ça, c'est une dimension, et on le verra surtout, très culturelle. Comment il se fait qu'on sous-estime tant la nécessité de faire partager un certain nombre de constats. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Alors après, deuxième point qui a été évoqué, la transformation risque court, risque long. Tout à fait d'accord. C'est très important, c'est fondamental, mais on a des mécanismes financiers qui sont tout à fait à contrario de ça. C'est-à-dire qu'on est dans l'annualité budgétaire. L'annualité budgétaire, vous le comprenez tous facilement, c'est le contraire d'une gestion du risque long. Ça pouvait peut-être fonctionner quand on était dans le risque court, ça ne fonctionne plus du tout dans le risque long, et ça nous ronge. Et on a beaucoup parlé de prévention justement hier. On voit bien que la prévention, c'est totalement antagoniste avec une gestion d'une annualité budgétaire. Puisque les dépenses de prévention, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire en prévention, ça sera forcément uniquement compté en charge, c'est-à-dire la dépense, on la comptabilise l'année où elle se produit. Comme on remet les compteurs à zéro chaque année, on ne fait pas réapparaître les retours sur investissement. Donc, si on est sur du risque court et du risque long, et je suis tout à fait d'accord, il faut qu'on se dise qu'on doit avoir des logiques de fonctionnement et des logiques d'investissement dans nos mécanismes de solvabilisation du système de santé. Si on n'y arrive pas, ça sera très très compliqué et on se met dans des impasses absolues. Et on le voit bien, les politiques aujourd'hui, quelles que soient, c'est au-delà des gouvernements, je pense elles sont souvent conduites à des impasses parce que précisément elles n'abordent pas ces changements structurels très profonds et donc du coup automatiquement, quelles que soient les intentions, les bonnes intentions, on échoue. Alors le parcours maintenant. Le parcours, oui, on est dans des logiques de parcours. Bertrand Grosse, est-ce qu'on peut rester là? On fait le parcours après. Je voudrais que Jean-François Nice réponde sur cette partie qu'on essaye de séquencer. Jean-François Nice, je rappelle, professeur émérite d'économie de la santé. Ce constat, partagé, pas partagé? Le constat, je suis tout à fait d'accord avec Bertrand, puisque nous sommes tous les deux membres de la conférence régionale de santé et d'autonomie. Et est-ce que vous êtes d'accord avec Frédéric Bizard? Alors, par rapport à... Il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord, et puis il y en a d'autres avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord.
Première nuance que j'apporte sur ce qu'il a appelé le diagnostic. Alors effectivement, il y a le premier, la transition démographique. Je suis limousin, et le Limousin est la région la plus vieille de France en démographie. On a 30 ans d'avance sur tout le reste du territoire. Et depuis 30 ans, on essaie de mettre en place en Limousin justement ce que sera la France dans 30 ans. Et donc le vieillissement, les personnes âgées, c'est vraiment la préoccupation du système de santé. C'est pas facile, et on n'est qu'au début de ce qu'on va voir. Puis un deuxième élément de transition qui est important, je trouve que vous ne mettez pas assez l'accent sur quelque chose qui est important et dont on a parlé tout à l'heure, qui est la modification colossale de l'environnement. Parce que dans les déterminants de santé, l'environnement est un élément essentiel. Et aujourd'hui, la pollution, on vient d'entendre tout à l'heure que dans Bordeaux Métropole, il y a 150 morts en un an, à 2 millions de morts par personne. L'environnement a complètement changé, et les décès liés à l'environnement, c'est pas l'individu qui en est responsable. Vous développez une théorie qui est celle de l'individu responsable. C'est quelque chose qui rejoint presque tout ce que l'on a vu depuis le début avec les théories d'Amartya Sen sur la capacité. L'individu doit être responsable. Il est responsable de tout. Il est responsable de tout dans un certain nombre de limites. Il n'est pas responsable de tout, l'individu. Et puis la troisième chose, c'est effectivement l'individu est responsable d'un certain nombre de choses. Il est responsable de sa santé. Autrefois, si on repart d'un système ancien qui était mirifique, c'était le paradis hier, et puis aujourd'hui on est arrivé en enfer, l'individu il avait des comportements qui n'étaient pas pathogènes. Il fumait très peu, il faisait beaucoup d'activités physiques. Le paysan du Limousin, il n'avait pas besoin de prendre l'ascenseur pour monter au 7e étage. Il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas de 7e étage. Donc ça, sur le contexte, il y a une modification totale de l'environnement qui fait qu'il y a une pathogénèse, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, qui tombe sur l'individu et qui l'amène à avoir des comportements effectivement tout à fait différents. Alors le deuxième volet, c'est le parcours. Bon, le mot sur le parcours, et on y reviendra en même temps, c'est la coordination, la coopération. Et sur le point central qui est développé par Frédéric Bizard, c'est mettre la demande au centre. D'accord, parce qu'on est allé trop loin dans une politique de l'offre. Depuis 30 ans, les politiques de santé, elles sont pour la maîtrise de la santé, on a dit il faut agir sur l'offre. Et agir sur l'offre, c'est réduire le nombre des acteurs. Et on a mis en place, il y a plusieurs médecins que je vois en face de moi, on a dit numerus clausus. Et puis, 20 ans après, on se dit, oh là, on manque de médecins. Et donc, il faut recréer des médecins. Alors, bien évidemment que toute la santé ne dépend pas du système médical. Les déterminants de la santé, vous l'avez dit, le système de santé, il est responsable de 30-40% de notre santé, avec l'environnement, avec nos comportements, et puis avec l'héritage aussi, parce qu'on est dans un héritage d'un patrimoine de santé. Et dernier point sur lequel je veux insister, vous mettez le système de santé hospitalo-centré. Le système de santé, c'est pas que l'hôpital. Il y a quand même un moment, c'est vrai qu'il y a une époque où l'hôpital, on a eu peur de cet hospitalocentrisme. Ça fait maintenant plus de 20 ans que l'hôpital, la part de l'hôpital dans les dépenses de santé est réduite. Et donc, centré, vous avez certainement raison qu'il y a plein de choses à faire au niveau de l'hôpital, mais je ne pense pas qu'il faille centrer la réflexion sur le système de santé sur l'hôpital qui serait le principal responsable de notre santé et des difficultés du système. Jean-Luc Jaillat, dans 2 secondes. Frédéric Brissin, peut-être une réponse à ces 2 interlocuteurs pour que le débat suive. Oui, d'abord, en fait, ce qu'a dit Monsieur Garot, c'est en effet, à mon avis, quelque chose qu'il faut vraiment méditer, parce que
ce que le constat que l'on fait là, d'abord, vous savez, les enjeux démographiques, on les connaît depuis il y a 20 et 30 ans, hein, donc pas les premiers à en parler, sauf que maintenant on est le nez dessus. Bon. Mais on pouvait très largement les anticiper. La question c'est comment se fait-ce que les pouvoirs publics n'ont pas pris du temps mais de la réflexion stratégique. On a fait plein de choses, hein, les pouvoirs publics ne sont pas restés inactifs. Et ça c'est un vrai enjeu. Alors on pourrait peut-être creuser, c'est pas l'objet là, mais c'est qu'en fait on a dépolitisé complètement la santé, où vous n'avez aucun débat politique à l'Assemblée nationale, au Sénat de fond. Hein, si vous regardez les parlementaires, vous en avez moins d'une poignée qui parlent de la santé. En général, ils parlent d'un secteur spécifique à l'autre. Donc il faut repolitiser la question de la santé, que tout responsable politique, quel que soit son niveau, à mon avis, s'approprie ça sans une approche technique, encore une fois, de la chose. Bon. Donc ça, c'est quelque chose à faire qui nécessite une évolution un petit peu culturelle des choses. Et puis, mais moi, j'estime qu'on est tous co-responsables, hein, de cette situation-là. Donc probablement qu'en tant qu'économiste, chercheur, on n'est pas suffisamment sorti de nos amphis, on n'a pas suffisamment fait la pédagogie là-dessus. Sur deuxième intervenant, bon, je ne vois pas de différence de fond, mais on peut toujours essayer d'en chercher. Bon, moi, là où par contre j'ai une divergence, c'est ce qui s'est dit apparemment hier, donc, je trouve qu'on traite très mal nos vieux, qu'on traite très mal nos handicapés, et ça, c'est pas digne. Alors on me dit toujours, mais bizarre, jamais content, mais parce que je suis peut-être trop exigeant. Enfin, quand même, la France est quand même capable de bien mieux traiter ses vieux. On a l'hôpital, alors je me suis mal exprimé probablement, évidemment il faut sortir de l'hospitalo-centrisme. Quand je dis les pouvoirs publics ne connaissent qu'une institution sur un plan administratif, c'est l'hôpital, donc toutes les réformes tournent autour de l'hôpital, je le déplore, bien sûr, mais encore faut-il pour en sortir, construire une autre institution. Et comme on ne voit pas le médecin libéral comme étant une institution sur laquelle on peut se reposer sur un plan organisationnel, eh bien il faut reconstruire, je le pense, c'est ce qu'on propose dans notre livre, une organisation territoriale qui soit pilotée par les professionnels de santé, qui soit reconnue comme étant un nouvel échelon géographique. Je rappelle qu'on parle de territoire de santé aussi depuis 30 ans, mais est-ce que le territoire de santé existe aujourd'hui dans la loi? Rien, on en parle comme ça. Vous avez le territoire des GHS, le territoire de la permanence des soins, puis maintenant le territoire des CPTS. On est même capable de faire une loi qui propose une organisation territoriale sans se préoccuper du territoire. Parce que chaque CPTS va avoir son territoire qui va déterminer comme ça. Bon, donc, et juste pour finir, oui, enfin, franchement, sur les personnes âgées, sur le médico-social, enfin, c'est bien pire que sur le plan sanitaire. On reste extrêmement bien soigné quand on a une pathologie grave dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'on a des professionnels de santé qui sont parmi les mieux formés au monde. Et parce qu'on a des soucis de riches, vous savez, dans notre système de santé. Il y a une crise hospitalière la plus profonde de l'histoire, alors qu'il n'y a pas un pays qui a autant d'hôpitaux que nous et autant de lits que nous dans les pays développés, à l'exception de l'Allemagne. Donc, on a en fait une surcapacité à gérer, qui se traduit par une vraie crise des professionnels de santé. Et ceux qui pensent qu'on a le meilleur système de soins du monde, soit ils sont dans un autre monde, dans le sens du ressenti. Regardez toutes les enquêtes. Regardez le drame social aujourd'hui qui se passe dans un certain nombre d'hôpitaux. Regardez le sentiment des professionnels de santé. Enfin, on peut les écouter. Et 63% des Français estiment qu'ils seront moins bien soignés demain, et 75% des Français estiment que le système va se dégrader. Bon, je pense que... voilà. C'est important, hein, de partager le même diagnostic. On peut dire. Alors justement, on va voir s'il est partagé. Jean-Louis Jaya, président Mutualité Nouvelle-Aquitaine. J'allais faire un vilain jeu de mots avec un absent, mais est-ce que vous êtes en harmonie avec ce... Ah oui, c'est vrai que le jeu de mots est fabuleux. Avec notre expert. Oui, sur le constat, moi je partage énormément de points du constat. On est dans le soin, c'est vrai, et on doit passer à la santé. C'est-à-dire que on doit passer effectivement d'un système qui était centré sur le soin à un système qui est sur la santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, et vous le mettez parfaitement en évidence à travers cette espérance de vie en bonne santé qui aujourd'hui est quelque chose qui doit nous intéresser. Maintenant, c'est vrai également qu'on a des praticiens, des soignants parmi les meilleurs du monde, mais on a un système de santé qui, paradoxalement, est en panne. On a commencé à aborder le sujet. La question également sur laquelle je souhaite revenir et qui me paraît essentielle, c'est ce qu'a évoqué Bertrand Garros, c'est-à-dire cette annualisation budgétaire. Ça, c'est quelque chose qui est absolument épouvantable.
Et c'est épouvantable également pour les complémentaires, parce qu'en plus, il faut savoir qu'on vit quand même dans un pays où l'État décide de tout, et probablement de trop de choses, et être suspendu aux décisions d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale chaque année, avec une loi de financement de sécurité sociale chaque année, dans laquelle on se demande toujours de quel transfert de charge on va être victime, c'est vrai que c'est difficile de se projeter à moyen voire à long terme. Et pourtant aujourd'hui, on en a cruellement besoin. Donc si vous voulez, après sur la question, un point d'accord encore sur la tendance de fond, quand vous dites que par exemple, on doit tendre à faire de chaque citoyen, de chaque Français, un acteur de sa propre santé. Je pense qu'effectivement, sur le fond, vous avez raison. Maintenant, ça trouve des limites aujourd'hui. Et une des limites, c'est ce que j'ai entendu hier, qui m'a absolument horrifié, c'est que si on prend par exemple le dépistage du cancer du sein, organisé, donc avec des relances, avec tout ce qui va bien. Et malgré tout, dans le département de la Creuse, on nous dit qu'on découvre encore des cancers du sein ulcérés. Ça veut dire que, à un moment donné, il ne suffit pas de dire, et pour que ça prenne forme. Et moi, j'ai entendu beaucoup d'établissements présents ici, beaucoup de médecins qui nous ont tenu un discours tout à fait autre, qui nous ont dit, mais aujourd'hui, on est amené, on est obligé, et quelque part c'est notre devoir d'aller vers le patient. Et ça c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant, et c'est vrai qu'un petit peu c'est là que on retrouve un petit peu cette dualité entre un système qui met l'individu bien sûr au centre, mais qui le met en responsabilité de tout, et la vision que l'on a nous, qui est plutôt la vision de la solidarité. Mais je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter le modèle mutualiste, parce que je sais que vous le connaissez parfaitement. Oui, mais on en parlera, parce que vous avez, je ne pense pas d'accord justement sur cette façon de fonctionner, entre cette façon d'être complémentaire. Juste un mot, Roland Michel, avec le recul que je vous accorde, vous le savez, que beaucoup d'estime. Comment on doit analyser, nous observateurs, de voir que finalement ces gens qu'on pensait peut-être différents s'accordent sur le constat, on ne parle pas des solutions. En écoutant Frédéric, il y a un point, et j'essaie de regarder les choses par rapport au forum tout entier. Hein. En écoutant, il y a une chose qui me paraît déterminante, c'est de dire que une part de l'échec de la façon dont la santé a été traitée en France est le fait qu'on a dépolitisé complètement le débat. C'est un sujet politique majeur et qu'on a traité de façon technocratique. Et je fais le lien avec ce que disait Barbara Stiegler mercredi soir, qui disait exactement la même chose. C'est-à-dire que la première question, c'est de se réapproprier l'enjeu que représente la santé et la nécessité de poser la santé dans un débat politique. Et un vrai débat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer de continuer à ne pas se réapproprier, et là, collectivement, cette question. Cette question n'appartient pas aux politiques, elle appartient à tout le monde. Et nous devons donc en débattre, et après, évidemment, j'allais dire qu'on n'est pas forcément d'accord. L'autre remarque, et j'en termine là, l'autre remarque, c'est le fait que dans ce qu'évoquait Frédéric, on voit réapparaître la question de la responsabilité individuelle par rapport à sa santé. On voit réapparaître quelque chose qui a été aussi un fil conducteur, en fait, de beaucoup d'échanges au cours de ce forum. Et que, de ce point de vue, on ne peut pas dissocier la question de la santé de la question sociale, de la question environnementale, et que tout le monde n'est pas égal, et que la nécessité qui est portée de dire, eh bien, chacun doit s'adapter à cette responsabilité qui doit être portée, parce que c'est comme ça que ça doit se passer, ben dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça.
Et ça fait partie, mais après on y reviendra, parce que c'est comment, en fait, on fait ou refait société autour de la santé. On va y revenir. Jean-Luc Jaillard, j'ai envie d'aller vous chercher sur votre terrain quand même. Milieu mutualiste, on me dit qu'on ne politise pas assez la santé, dans le bon sens du terme. Est-ce que vous n'êtes pas des politiques de la santé et que votre quotidien, c'est pas justement de faire de la politique de la santé? Des citoyens qui gèrent quelque chose, qui interpellent les élus, c'est ça la politique normalement? Vous le faites passer, vous le faites mal, qu'est-ce que vous répondez quand on dit que c'est pas politisé? Je crois que à l'origine, vous savez, les mutuelles, elles sont nées de la volonté de certaines personnes qui partageaient des convictions, on est dans la politique. Des convictions d'une part, et puis qui partageaient un même mode de vie, qui partageaient le même métier, qui, pour des raisons affinitaires également aussi, qui ont décidé un jour de mettre en commun pour se protéger par rapport aux aléas de l'existence. Et je crois que c'est toujours ce qu'il en reste. Et c'est vrai que pour nous, mouvement mutualiste, c'est vraiment un engagement politique au sens noble du terme. Parce que, si vous voulez, notre engagement, il ne fluctue pas en fonction des changements de majorité dans ce pays. Et je crois que on est vraiment sur un engagement politique, oui. Et qui fait que notre santé, c'est notre bien commun, et notre engagement, il va bien au-delà du soin et du remboursement du soin. C'est-à-dire que c'est un engagement dans le domaine de la prévention, c'est un engagement dans le domaine de l'offre de soins, et c'est un engagement global qui fait de nous un acteur de santé global. Alors après, effectivement, on évolue nous aussi dans un environnement qui est ce qu'il est, mais c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que et on revient au débat qu'on avait mercredi soir en ouverture. C'est-à-dire, petit à petit, effectivement, on s'est retrouvé dans un environnement qui nous a transformés de plus en plus, qui nous a fait glisser vers le monde de l'assurance, mais il n'empêche que fondamentalement, si vous voulez, les ressorts restent les mêmes. Frédéric Bizat, sur cette question, justement, là on parle de financement, on est où avec ce que je viens d'entendre? On est dans cette politique qui manque et qui est partagée par les mutuelles, on est sur un modèle dépassé, on est sur un modèle d'avenir, on est où? Non, d'abord je suis content d'un côté d'entendre un vrai mutualiste, je vois qu'il en reste encore. Vous pouvez nous définir le vrai mutualiste? Celui qui s'appuie sur le socle de valeur des mutuelles, qui monsieur a très bien résumé. Moi je pense qu'il faut repenser du côté du financement privé un vrai modèle mutualiste. Donc oui, j'ai du mal à... je l'exprime mal et ils ne comprennent pas toujours, ils pensent que c'est privé, mais non, moi je suis pour un modèle mutualiste réinventé à partir des socles de valeur, comme il faut réinventer notre modèle de santé à partir de ces socles de valeur, parce que c'est comme ça que vous arrivez à faire consensus. On est par exemple, juste une chose, mais on est le seul pays au monde à s'occuper de la liberté des individus en matière de santé. Seul pays au monde. Aucun autre pays n'a bâti son système en considérant que la liberté était une valeur cardinale. Il y a peut-être des raisons à ça historiques. Vous êtes, y compris parmi les pays les plus libéraux. Vous êtes aux États-Unis, on ne demande pas l'avis des patients, du kidam, de la classe moyenne. Vous êtes dans les mains de votre assureur privé qui va décider pour vous de là où vous allez vous faire soigner, et très souvent de comment vous allez vous faire soigner avec ces fameux réseaux, ce managed care qui est mis en place. Si vous êtes en Angleterre, on ne va pas vous laisser la possibilité de vous soigner comme vous le voulez. Vous êtes dans les mains du NHS, du début à la fin. Vous nous mettez contre un contre-feu ou nous mettez comme un modèle? Non, moi je considère qu'il faut... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a autant de systèmes de santé qu'il y a de pays, même si on sait bien que la théorie des clusters, vous avez de grands modèles, etc. Mais globalement, la déclinaison des systèmes de santé, ensuite, se fait véritablement en fonction de l'organisation politique, de la culture et de l'histoire des pays. Ça en fait toute la beauté et toute la difficulté de ce secteur-là. Puisqu'on peut théoriser, mais après, il y a la réalité pratique. Regardez le système allemand et le système français, qui sont en théorie très proches, mais ils sont en réalité gérés de façon très différente, d'être très centralisés, l'autre très décentralisés, etc. Donc moi, je pars toujours de ça pour essayer de rassembler un maximum de monde autour de quel modèle de société, donc votre titre et votre thème est particulièrement important, et à partir de quel modèle de société, quel modèle de santé. Et en général, quand vous partez de là, vous voyez quand même qu'il y a, encore une fois, on n'est pas à savoir quelle va être la place de l'assureur privé, mais déjà, mettons-nous d'accord sur ce corpus de valeurs, ce que l'on a fait, nous, au sein de l'Institut Santé, là, vous commencez à véritablement, et ce sur quoi il n'y a besoin d'aucune connaissance technique. On peut les rappeler?
On peut les rappeler précisément. Oui, on peut les rappeler. C'est que notre système de santé, il est basé sur les principes républicains, où on a essayé de garantir qu'il y ait une liberté maximale de l'ensemble des acteurs, que ce soit les professionnels ou les citoyens. On est sur un système qui a une recherche égalitaire et pas égalitariste, là aussi qui est propre à la France. Hein. C'est pas une logique utilitariste où je crée pas un plafond, mais une sécurité, un socle, merci, un socle de sécurité minimum, et puis je laisse ensuite les écarts de revenus faire si les gens veulent davantage. Nous, on essaie que chacun, et c'est pas que théorique, ait un accès dans les mêmes conditions à l'ensemble des services de santé. Ça, c'est très propre à la France. Vous l'avez pas dans d'autres pays. Et la troisième, c'est que cette logique de liberté et d'égalité, elle est nouée par cette solidarité dont on va reparler tout à l'heure, parce que pour refaire société, il faut repenser les mécanismes de solidarité. Puisqu'apparemment, on pense que la sécurité sociale n'est plus ce lien solidaire. Là, il y a une vraie réflexion à savoir comment on va l'avoir. Donc c'est ce modèle français qui est unique au monde et sur lequel, et ça il faut démarrer par là, est-ce qu'on est bien d'accord qu'on veut le repenser à partir de cette vision de la société? Je crois qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Ce que j'entends souvent un petit peu, c'est là où on est dans un système beaucoup plus contraint qu'on le pense. Souvent, certains ont des solutions très radicales, soit d'étatiser, de nationaliser l'ensemble du système, soit de ultralibéral, en disant laissons les gens choisir leur assurance privée, et puis les assurances privées gèrent le système. Bon, ça, pourquoi pas? Mais là où moi je crois que c'est particulièrement dangereux, et je ne suis pas très inquiet que ça n'arrivera pas, c'est que la population française n'acceptera pas ce genre de dérive. D'accord ? Mais à côté de ça, une fois qu'on a construit ce modèle-là, et beaucoup, on va parler du modèle social, hein, beaucoup luttent contre ce modèle social, parce que c'est vrai qu'il est complexe, parce que ça en fait quand même un système d'une grande complexité. Bon. Alors, juste sur... oui, je ne veux pas qu'on parle trop, parce que c'est la chose. Moi, je suis profond... Mais en tant que chercheur, si on me prouve l'inverse, moi je change d'avis tout de suite, hein, mais il faut me convaincre, c'est pas avec les choses. Mais clairement, le système de financement aujourd'hui en France marche sur la tête, notamment parce que vous avez ces deux acteurs avec ces deux étages qui ne répondent à aucun des trois objectifs d'un système de financement. Un système de financement, ça doit protéger du risque. Est-ce qu'on est bien protégé du risque aujourd'hui? Oui, si on a une pathologie grave. Non, si dans les soins courants et de moins en moins, et encore moins sur tous les aspects de la prévention. Bon. Deuxièmement, est-ce qu'il est redistributif? Oui, avec la sécurité sociale. Non, avec le système de complémentaire. Et c'est pas la faute des opérateurs du système complémentaire. Il n'est absolument pas redistributif sur le système des complémentaires. Et comme il dérive de plus en plus, il est de plus en plus purement assurantiel et de moins en moins mutualiste, puisqu'il est tarifé en fonction du risque. Troisième objectif, est-ce qu'il permet la maîtrise des dépenses? Non, puisque quand vous êtes sur un système qui est là principalement pour payer les tickets modérateurs et donc supprimer ce qui est censé modérer le soin, je rappelle qu'il y a différents moyens de contenir la dépense de santé. Les Anglais ont la file d'attente, nous avons la responsabilisation citoyenne. C'est ça, à travers plein de choses, mais notamment à travers le ticket modérateur. Bon, à partir du moment où vous vous assurez pour quelque chose qui n'a aucun intérêt à être assuré et que c'est la rente des opérateurs privés du secteur, ça ne peut pas marcher. Donc notre système ne remplit aucun aujourd'hui des trois objectifs. Alors, Jean-Louis va répondre pour l'instant. Oui, tout à fait. On va y aller. Faites passer un micro, s'il vous plaît, à Bertrand Garros, parce que je crois que c'est pas... Ah, j'ai pas vu. Donc, je reviendrai vers vous, Jean-Louis. C'est important. Il y a des choses qui ont été dites qui, à mon avis, vous concernent. Je salue l'arrivée du directeur général de l'ARS, puisqu'on parlait au moment des financements, il est arrivé à ce moment-là. Très rapidement sur cette problématique de financement et de liberté. Je pense quand même qu'il faut qu'on s'interroge sur un paradoxe. Alors c'est le génie français, je veux bien l'entendre. On a créé en 1945 un système solidaire dans sa ressource. On cotise en fonction de ses moyens, on reçoit en fonction de ses besoins. Donc la ressource, elle est constituée de manière solidaire. Et on a effectivement laissé l'utilisation de cette ressource à la liberté des acteurs. Liberté d'installation, liberté de prescription, liberté de choix du professionnel. Donc quelque part, là déjà on a une première
contradiction. En tout cas, il faut qu'on résolve le problème. Si on se constitue et on fait l'effort de se constituer un financement solidaire et qu'on laisse l'individualité gérer l'utilisation de cette ressource, on va au-devant de certaines difficultés. Alors tant qu'on a de l'argent, c'est pas très important, ou du moins ça masque. Quand il y a moins d'argent, les choses apparaissent. Donc, quelque part, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse. Et quand on voit qu'est-ce qui s'est passé, donc au fil des réformes de l'assurance maladie successives, c'est Philippe Douste-Blazy qui a introduit le médecin traitant et le parcours de soins. À l'époque, on disait parcours de soins, on dit plutôt parcours de santé. Ça a été pour moi, je l'ai interprété pour moi comme un essai, en tout cas, d'essayer d'introduire dans l'utilisation de la ressource, pas forcément une organisation au sens technocratique, mais un peu de cette idée qu'il fallait qu'on soit solidaire aussi dans l'utilisation de la ressource. Alors, le problème d'être solidaire dans l'utilisation de la ressource, si on ne veut pas être dans imposer les choses, et donc c'est là où du coup il faut avoir un débat politique avec les citoyens pour que chacun de nous se sente comme un acteur solidaire du système. C'est-à-dire que dans l'utilisation de la ressource, on prenne conscience de notre interdépendance avec les autres. Je donne un exemple très simple, très basique. Tous les jours, il y a des rendez-vous qui ne sont pas honorés. Il y a des tas de raisons pour lesquelles on n'honore pas un rendez-vous, on peut avoir un empêchement de dernière minute, etc. Si on ne fait pas, on n'a pas la responsabilité on ne se sent pas responsable pour au moins prévenir et qu'on ne peut pas se rendre au rendez-vous pour du coup libérer la place. Qu'est-ce qui se passe? On bloque une plage qui pourrait être utilisée par quelqu'un d'autre. Donc du coup, on bloque de la ressource. C'est tout le problème aussi à travers les urgences. Les urgences, c'est le problème aussi quelque part du bon usage. C'est-à-dire que ça c'est un débat citoyen qu'il faut avoir et qu'effectivement, on n'a pas eu. Donc comment, si on veut garder cette liberté auquel on est tous attachés, mais qu'on veut quand même garder aussi ce financement solidaire, il faut qu'on accepte d'être dans des logiques solidaires nous-mêmes. Et c'est là où on pourrait revenir sur l'environnement. Enfin, chacun de nous doit prendre conscience, et pour l'environnement, du reste, c'est intéressant, parce que, on l'a vu tout à l'heure, on se convainc finalement plus facilement d'être des acteurs responsables. Alors on va faire du tri, on va faire des tas de choses. Je pense qu'on a plus de mal à en prendre conscience dans ce qui concerne le domaine de la santé, de voir qu'on est en interdépendance avec les autres et que notre propre comportement, alors on pourrait citer, hier on a beaucoup parlé de vaccination, on pourrait aussi citer la vaccination. On se protège pour soi, mais on protège aussi les autres. Et des fois, les autres sont beaucoup plus fragiles que soi. Avant que Frédéric Brizard réponde, je voudrais que Jean-François Lys, qui va être obligé en plus de nous quitter pour des raisons de train avant la fin du débat, puisse apporter sa pierre. J'avais une question, Jean-François Lys, peut-être avant que d'évoquer votre théorie. Est-ce que cette liberté est un surcoût? Au niveau de la liberté, c'est une liberté amoindrie. C'est évident. On est dans un système où on affiche la liberté, mais si on était dans un vrai système libéral, total, il y aurait la totale liberté des prix. Or, il n'y a aucune liberté des prix, sauf ceux qui sont en dépassement, qui ont droit au dépassement. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas la liberté des prix, on est dans un système administré. Et on est vraiment dans un système administré. Alors, on se gargarise de liberté, 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 et bon. Et la liberté, elle a une contrainte, nécessairement. Ma liberté, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, si je ne me vaccine pas, je contrains les autres à recevoir tous les microbes que je veux bien lui envoyer. Donc ça, c'est le premier point sur la liberté, il faut la nuancer. Deuxième point, je ne crois pas un seul instant que ce soit le système de financement de la santé qui doit être redistributif. Il est redistributif par rapport au risque de maladie, mais la redistribution, c'est l'impôt. Et la réduction des inégalités sociales, c'est l'impôt. C'est pas la sécurité sociale qui a cet objectif-là. Et quand on veut donner à la sécurité sociale le rôle de réducteur des inégalités en général, il peut aider à la réduction des inégalités de soins. De santé, c'est différent, puisqu'on a dit que la santé, c'était à la fois le patrimoine génétique, c'était l'environnement et c'est mon comportement. Et puis, troisième point, parce qu'on dit effectivement que il n'y a plus de débat politique autour de la santé. Mais pour qu'il y ait des débats politiques, il faut connaître.
Et pour connaître, il faut qu'il y ait une éducation. Or, il n'y a aucune éducation à la santé, il n'y a aucune éducation à la santé publique. Demandez à n'importe quel élève de terminale qui va passer son bac de vous expliquer comment fonctionne le système de santé, comment fonctionne le système de financement de la santé, ils n'en savent rien du tout. Et même des étudiants que j'ai en Master 2, quand on leur parle de la sécurité sociale, pour eux, la sécurité sociale, c'est l'État. Et ils tombent des nues quand on leur explique que la sécurité sociale, c'est pas l'État. Et donc, on a une ignorance totale du fonctionnement du système de santé. Et il faudrait commencer par là. Dès l'éducation à la citoyenneté à l'école primaire, il n'y a pas un mot sur la santé. Pas un mot. Alors, la santé, comme on l'a dit tout à l'heure, ça passe aussi par l'éducation des comportements, mais la connaissance du système. Et puis, il y a un ou deux points que j'aimerais rappeler. Quand, avec Roland, on dit qu'il faut aller vers. Alors, il faut aller vers. On dit les médecins, il faut qu'ils aillent vers. Mais il faut leur donner du temps. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun médecin libéraux, même dans la campagne profonde dans laquelle j'habite, qui fait de la visite à domicile. Et pourquoi il ne fait pas de visite à domicile? Parce que les déplacements, c'est du temps. Quand on doit faire 10 km pour aller chez un patient, qui paye alors bien sûr, on dit oui, mais il a des frais de déplacement. Donc il faut laisser du temps aux médecins et revoir complètement la rémunération des médecins. Et je discutais avec, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, un radiologue. J'ai passé un IRM il y a 15 jours. Je n'ai pas vu le radiologue. Et le radiologue me dit, mais Jean-François, on ne peut pas voir. J'ai 70 images à interpréter par jour. Donc je ne peux pas sortir de ma cabine. Et je dis, je ne suis pas étonné que les médecins ils soient en souffrance. C'était un débat hier soir. Oui, tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est le sujet qu'on a traité. J'ai eu beaucoup de mal à le faire inscrire lorsque je présidais à la conférence de santé du Limousin, la santé des soignants. La santé des soignants, si les soignants sont malades, ils ne peuvent pas nous soigner. Donc c'est un sujet sur lequel il faudrait aussi s'approfondir. Frédéric Brizard, par rapport à ce que vous proposez sur le patient au centre qui fait son choix de parcours, s'il n'a pas cette culture, cette acculturation qu'est en train de dénoncer le professeur Jean-François Lys, il va avoir du mal à être acteur, non? Juste sur les deux premiers points, le libéralisme ne se réduit pas au libéralisme économique. Y compris le libéralisme économique accepte qu'il y ait une part de régulation et qu'il n'y ait pas forcément une totale liberté des prix et une absence de régulation, loin de là. Et ce dont je parlais, c'est un libéralisme social. Notre système est un système libéral sur le plan social, pas forcément sur le plan économique, mais il l'est sur le plan social. Le deuxième point, le point de désaccord, c'est que évidemment que les systèmes de financement sont redistributifs, que ce soit par l'impôt, qui est par nature redistributif, ou que ce soit par les cotisations sociales, qui sont par nature, M. Garros l'a rappelé, puisque de chacun en fonction de ses besoins, de chacun en fonction de ses moyens, chacun en fonction de ses besoins, vous avez une double redistribution. Vous avez une redistribution verticale, c'est-à-dire que plus vous gagnez de l'argent, plus la valeur monétaire de vos cotisations est importante. Bon. Et il a une redistribution horizontale, c'est-à-dire que c'est lorsque vous êtes bien portant, vous cotisez quand même, et donc ça va du bien portant au malade. Le seul système de financement qui n'a pas de valeur redistributive, c'est le financement américain, basé uniquement sur les primes d'assurance. C'est tout le résultat qu'on le voit. Bon. Donc je pense que c'est plutôt, mais c'est un débat, de mon point de vue, c'est plutôt une exception qu'il ne soit pas redistributif plutôt que la norme. Sur le troisième aspect, je suis 100% d'accord, évidemment, on pâtit, on en parle beaucoup aussi dans l'économie en général, d'un manque de maîtrise, de connaissance générale de l'économie. On voit que le système de santé est très peu maîtrisé et n'est pas enseigné pour les professionnels de santé, donc qui sont quand même l'intermédiaire avec tous les patients en matière de santé. On sait bien que la parole d'un médecin est une parole d'or et que ce qui est dit par un médecin vaut 1000 fois ce qui peut être dit par le Kidam. Donc à partir du moment où on n'a pas formé nos médecins sur les grands principes du système de santé, il ne faut pas s'étonner qu'après, ce que disait très justement M. Carros, qu'on ait quand même une difficulté dans cette responsabilisation individuelle que tout le monde recherche. Jean-Louis Jaillat, sur cette question de redistribution qui vous est chère. Alors, sur cette question de redistribution, je crois que effectivement, c'est important pour moi, devant cette salle, de repositionner quand même clairement les choses. Parce que, à vous écouter, vous mettez tous les assureurs complémentaires dans le même sac. Bon, je regrette, moi, mais les mutuelles
que vous voyez souvent affichées hein, comme en tant que vraies mutuelles, sont redistributrices. Et je crois que c'est quand même important aujourd'hui de le dire. La cotisation ne se fait pas en fonction d'une déclaration d'état de santé. On a une cotisation qui était pendant longtemps pour certaines mutuelles uniquement même basée sur la rémunération, c'est-à-dire sur les ressources, qui petit à petit, pour les nécessités de la concurrence, est devenue une cotisation à l'âge, mais en aucun cas sur d'autres critères. Ça c'est important. Alors après, redistributif également, il faut quand même dire les choses. Aujourd'hui, sans complémentaire, difficile de se soigner parce qu'on dit oui, mais la sécurité sociale, elle protège les Français à 84%. Erreur, oui, si on compte les ALD, si on compte les affections de longue durée, mais si on se place en dehors des affections de longue durée pour les soins courants, le régime obligatoire, ça n'est qu'1 euro sur 2. C'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, est essentiel. Donc, si vous voulez, je crois que cette distinction entre mutuelle et assurance, elle est essentielle. Et quand je disais tout à l'heure que le rôle de la mutuelle, ça n'est pas simplement de compléter le ticket modérateur, mais c'est aussi, il y a un rôle social qui est fondamental. On oublie, et alors je suis furieux parce qu'on nous le colle dans les frais de gestion, si vous voulez, dans les communications, c'est que les mutuelles proposent de l'action sociale pour soutenir leurs adhérents en difficulté. J'ai discuté avec un responsable de la mutuelle des armées. Il faut savoir que pour eux, c'est 35 millions d'euros par an qu'ils utilisent pour de l'action sociale. On sait ce que ça veut dire quand même quand des militaires sont tués sur le front. Et on parle bien sûr, on voit à la télé quand le président Macron il va se recueillir et c'est sur la dépouille du défunt et c'est quelque chose de très bien, on ne peut que s'en féliciter. Mais ça veut dire que derrière on laisse une famille, on laisse une épouse, on laisse des enfants. Et je crois qu'à un moment donné, cette dimension-là, il ne faut pas l'oublier non plus. Moi j'étais responsable dans une mutuelle, dans un petit département. On avait la charge, on s'occupait de 108 orphelins, pourtant c'était un petit département, c'était en Corrèze, et on protégeait un nombre incalculable de personnes en situation de handicap, de personnes en situation de dépendance, vous voyez. Donc je crois qu'il y a toute cette dimension... François Bullard, vous le défendez encore, vous n'êtes pas en train de nous dire que ça coûte trop cher à faire par les mutuelles. Mais pas du tout. Pas du tout, c'est ce qui fait c'est notre raison d'être, si vous voulez, c'est notre ADN. Alors effectivement, la santé, les remboursements des complémentaires à l'assurance maladie sont devenus quelque chose de très important au bout du bout. Mais c'est pas le fondement même de notre action. Et il ne faut pas oublier non plus que dans certains domaines comme l'optique, le dentaire ou l'audioprothèse, le premier payeur, c'est quand même la complémentaire santé. Donc je crois qu'il faut faire attention à cette distinction entre la mutuelle, qui a vraiment pour moi un sens et qui est vraiment le moteur de mon engagement et de l'engagement de mes amis ici ou là, et effectivement le contrat de complémentaire santé que l'on peut souscrire au guichet de sa banque ou auprès de n'importe quel opérateur, où là effectivement on met un risque en face d'une prime. Et ça c'est quand même de nature complètement différente. Voilà, c'était une précision. Est-ce que vous êtes élu, est-ce que ça vous touche ou est-ce que c'est le combat d'hier? Non, ce que j'aimerais juste, c'est que ce qui est difficile avec les organismes complémentaires, c'est de parler du système sans parler de leur utilité sociale ou pas. Je n'ai jamais remis en cause l'utilité sociale des mutuelles, y compris des organismes complémentaires. Mais qui dans cette salle aujourd'hui sait de quoi il est couvert avec son contrat de complémentaire santé? À peu près personne. On va donner le micro à la salle, ce sera l'occasion d'échanger tout ça. Vous savez combien est-ce qu'elle vous rembourse si vous avez une prothèse dentaire? Ah ben non, c'est pas un détail de savoir combien vous êtes remboursé. Attendez, alors on avait prévu des questions avec la salle. On va donner le micro, monsieur l'avait demandé, on va le faire tourner. Donc le système, si vous voulez, est quand même et pas totalement au service des assurés, mais a été largement dévoyé pour que la valeur principale soit du côté des opérateurs. Il y a 3 familles d'opérateurs. Je suis désolé, monsieur, je le regrette profondément, mais on vous a mis exactement
sur le même marché, dans les mêmes conditions qu'un assureur à but lucratif. Et vous pouvez le regretter, je ressens chez vous du désarroi, et je suis le premier à le regretter, puisque je pense que ce secteur-là doit être d'essence mutualiste. Vous pouvez avoir un secteur à la marge d'essence purement assurantielle pour ceux qui veulent le plus. Mais on l'a démutualisé, ce secteur. Donc vous êtes obligé, pour survivre, de faire du mimétisme avec vos concurrents assurantiels. C'est juste une réalité. Donc pourquoi ne pas proposer avec la mutualité française un autre modèle? On a un petit peu le seul. Mais vous défendez en fait ce modèle qui est en train de vous broyer. C'est quelque chose, moi, qui me surprend. Et pour finir... Je vous en prie, on va faire répondre. Et c'est justement qu'il faut sauver toutes nos mutuelles et pas qu'elles se fusionnent toutes ensemble, parce que à l'époque de cette territorialisation indispensable de la santé et d'autres choses et des actions sociales, évidemment, nos mutuelles ont un rôle absolument essentiel à jouer. Et au-delà du mutuel, c'est le secteur non lucratif qui a un rôle absolument essentiel. Mais on est en train de les broyer dans un marché qui est purement assurantiel. Alors, est-ce qu'on est en train de broyer les mutuelles? Réponse Roland Michel et Jean-Luc Jaillard. Ce qui me frappe dans ce débat, c'est de ne pas poser la question de la marchandisation de la santé. On est dedans, là. Non mais, quand on parle des assurances, j'allais dire que là, on aborde une question qui est qu'on a obligé les mutuelles à se transformer en assurance et à avoir des fonds de réserve qui étaient celles des assurances. Donc ça veut dire qu'en fait notre modèle, qui est ce modèle solidaire, celui qui est né, j'allais dire, du terrain et des solidarités qui étaient des solidarités locales, a été transformé en autre chose. Et on ne peut pas non plus débattre de cela sans savoir qu'aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs, et là les assurances, mais les GAFA, mais les BATX dont on parlait hier, ont l'ambition de s'approprier ce marché comme un marché marchandisé. Donc, de ce point de vue, en fait, nous avons notre propre système, nos propres valeurs, mais il y a aussi des ambitions qui sont des ambitions aujourd'hui de transformation de ce système. Et je ne peux pas ne pas faire le lien avec ce que disait Barbara Stiegler de ce point de vue-là, c'est-à-dire que, j'allais dire que le système devrait s'adapter, et il devrait s'adapter à quoi? Au fait que, après avoir offert au marché des quantités d'autres activités, on offre aussi au marché la santé. Jean-Luc Jaillard, un mot. Merci, oui, vous pouvez applaudir si vous vous sentez dans ce sens-là. Oui, si vous voulez, après, encore une fois, sur le constat, je suis d'accord. Le fait mutualiste n'a pas été reconnu en droit européen. Donc en fait, la directive, c'est ce que j'expliquais l'autre soir, mercredi soir, la directive qui nous a été appliquée, ça a été la directive assurance. On s'est longuement posé la question, puisque moi, en tant que corésien, j'étais voisin de René Telade, qui était président de la FNMF à l'époque, et qui m'a confié quand même avoir passé quelques nuits blanches à l'époque à se demander s'il fallait intégrer la directive assurance ou s'il fallait rester en dehors. Bon, ça a été un peu le pari de Pascal à l'époque, quelque chose qui y ressemble, en se disant il vaut peut-être mieux rentrer dedans et puis on verra après ce qu'on en fait. Mais je suis d'accord. C'est pas une raison, si vous voulez, qui est suffisante pour nous dire qu'on sent à disparaître et à passer dans le moule. C'est pour ça que nous, on mène toujours ce combat sur les vrais mutuelles. Et je pense qu'aujourd'hui, et je reviens souvent là-dessus, ça a pu paraître un petit peu désuet pendant une certaine période, notamment en période de croissance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, quand la croissance augmente, elle engendre des maux écologiques, mais quand la croissance s'arrête, elle engendre des maux sociaux. Et moi, j'ai un petit peu j'ai le sentiment quand même qu'on est confronté à quelque chose de nouveau aujourd'hui, et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est le choc écologique. Et ce choc écologique, il va nous amener, qu'on le veuille ou non, à penser les choses autrement, et peut-être que notre modèle, qui a pu paraître à un certain moment un petit peu désuet, un petit peu suranné, eh bien il peut s'avérer aujourd'hui il peut s'avérer, on va dire, relativement moderne. Et quand je dis notre modèle, c'est pas le modèle mutualiste, parce que là, pour le coup, je l'inclus dans l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est peut-être une façon de se confronter finalement à ces nouveaux enjeux qui nous sont posés. N'oublions pas qu'une nouvelle ère est née avec le début du 19e siècle. Elle a même déjà trouvé un nom, certains l'appellent l'Anthropocène, c'est-à-dire c'est la période à partir de laquelle
à travers le choix du feu, l'homme a décidé de détruire son environnement. C'est quand même quelque chose d'inédit dans l'histoire de la Terre, dans l'histoire de l'univers. On y reviendra avec Patrick Fauché tout à l'heure. On va prendre une question de la salle, allez-y. Oui, juste sur la marchandisation, il faut bien sûr que c'est un risque de dérive, mais c'est lié en fait à un système qui se désagrège et pour lequel on n'arrive pas à retrouver des modalités de solidarité suffisantes, et la nature a horreur du vide. Donc demain, on va en effet nous expliquer qu'Amazon va être notre nouveau modèle solidaire si on ne fait rien. Alors, on nous l'explique déjà. Mais juste, j'aurais revenir, parce qu'à mon avis, le centre du débat, c'est ce qu'a dit, c'est ce qu'a abordé M. Garros tout à l'heure. C'est que je reste convaincu, peut-être à tort, que si la France abandonne cette liberté, qu'elle est la seule à défendre au milieu de son système de santé, elle redeviendra un système ordinaire parmi les autres. Bon. Mais la grande difficulté de la liberté, c'est comment est-ce qu'on met en face une responsabilisation de la société pour que cette liberté ne se transforme pas en des abus. Et on a fait l'analyse il y a 30 ans que l'excès de croissance de nos dépenses de santé était justement lié à un problème d'excès de liberté dans le système. Et ce qu'on a fait depuis 30 ans, c'est ce qu'on appelle cette étatisation du système de santé, où finalement on a cherché à réadministrer le plus possible notre système de santé, qui était déjà assez administré pour l'hôpital, et qu'on a administré, dont on a généralisé la suradministration avec tous les résultats qu'on voit là. Mais Larocque avait toujours cette obsession en lui qui était de parler d'éducation à la solidarité. Je rappelle que la contrepartie de la liberté dans le modèle social, c'était de faire gérer par les représentants des Français la sécurité sociale. C'est quand même pas rien. L'État n'a pas dit je vous laisse comme ça, c'est open bar. Il a dit ok, vous allez avoir un système très généreux qui va permettre un développement social d'excellente qualité, mais vous allez avoir la responsabilité de la gestion. Mais c'est pas rien quand même. Sauf que comme on a abandonné cette responsabilité de la gestion avec un paravent de démocratie paritaire qui n'existe plus, à l'exception de ceux qui ont des mandats dans les conseils d'administration des CEPAM, et on a supprimé la CRAM puisqu'on a interviewé, donc on a tué la démocratie sociale et solidaire. Donc le vrai enjeu, de mon point de vue, et on voit bien que ce mouvement d'étatisme, on a étatisé l'assurance chômage, bon, très bien, on étatise l'assurance retraite, bon, très bien. Mais alors pour le coup, c'est sûr que qu'est-ce qui va être la contrepartie de cette liberté? Et c'est à mon avis l'enjeu essentiel dans la réorganisation de la gouvernance, et je ne vois pas d'autre façon, différemment que le système paritaire, puisqu'on a universalisé les systèmes, ça ne veut pas être que les actifs qui soient représentés par des syndicats qui sont en plus pas très représentatifs. Mais il faut réinventer cette démocratie sociale si on veut, à mon avis, garder ce qui est censé faire, ce qui a un peu perdu quand même aussi le monde mutualiste, qui est un monde participatif. Bon, je voyais que la CPR avait dit à l'un de vos leaders, attention quand même, peut-être que vous, deux, trois qui décident, normalement c'est les sociétaires. Bon. Mais donc ça s'est perdu un peu partout, mais même dans le milieu mutualiste. Mais je crois vraiment que, aussi bien dans le milieu mutualiste, non mais c'est pas une critique que je fais, mais je le fais aussi pour le système, mais aussi bien dans le milieu mutualiste que pour la sécurité sociale, c'est ça, à mon avis, qu'il faut reconstruire d'urgence. Jean-Louis Jay, il y a une petite réponse, le public, une question. Non, pas une réponse, simplement, effectivement, c'est assez curieux que l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution fasse ce type de remarques, alors que finalement, dans la transposition, justement, de la directive dans le droit français et dans le code de la mutualité, il est fait expressément référence à la notion de dirigeant effectif. C'est la double perdue, vous savez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la limite, le conseil d'administration, je dirais, derrière, il doit s'effacer derrière deux experts que sont en général le président. Et le président, on a réussi à le négocier, mais je vous garantis, ça a été de haute lutte, puisque effectivement, aujourd'hui, ce sont les experts. Et aujourd'hui, il faut savoir que dans les grandes mutuelles, si vous n'avez pas un Master 2, vous ne pouvez plus être administrateur. Ça veut quand même dire qu'on s'éloigne quand même... C'est une vérité, c'est une caricature. C'est une réalité. Non, c'est une réalité. Vous ne pouvez plus être administrateur. C'est pour vous montrer à quel point, finalement, le système dans lequel on est embarqué, finalement, nous éloigne. Et on en revient tout à fait à tous ces débats et qui font qu'aujourd'hui, on est confronté à une véritable rupture entre ce que Barbara Stiegler l'autre jour appelait les élites, oui, et puis, en fait, les Français que nous sommes. Et encore nous, on a la chance dans cette salle ici d'être à peu près avertis, et quand on est entre nous, on sait de quoi on parle.
j'aime autant vous dire que dans ma mutuelle, quand je me retrouve devant un groupe d'adhérents, ils se demandent d'où je sors et de quoi je parle. Justement, et je vais faire la question qui sera une question de conclusion, et comme monsieur prend la parole, il est sûr à nous concerner. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, entre ce que disait tout à l'heure nos deux experts, et je remercie encore Jean-François qui était obligé de partir, qui parlait de cette volonté d'enseigner, d'avoir de la pédagogie, est-ce qu'en fait on n'est pas en train de se dire simplement qu'on est en manque de citoyenneté, dans ce contexte de la santé comme ailleurs, mais comme on parle de santé, est-ce qu'on n'est pas en manque de citoyens volontaires et assez avertis pour prendre leur rôle? C'est pas ça qui nous manque finalement? Parce que tout à l'heure on parlait d'engagement, on ne va pas faire procès des gens absents, mais cette salle, 300 inscrits ce matin. Vous avez la moitié, ça veut dire qu'on a plein de bonnes raisons de pas y être, c'est comme chez le médecin, mais ça veut dire qu'à un moment, l'engagement ne va pas au bout de son engagement. Et que quand je suis citoyen, je suis peut-être pas assez citoyen pour m'en occuper. Il se passe, je crois, quelque chose qui est de l'ordre de la révolution silencieuse. Et moi j'étais frappé parce que hier j'avais assuré la modération de l'atelier qui portait sur le pacte pour le pouvoir de vivre, et j'étais très frappé que le constat qui était fait, c'était que des syndicats, des associations, tout un ensemble de mouvements étaient en train de se mettre à travailler ensemble. Sur quoi? Sur quelque chose qui était de l'ordre de la santé en général, c'est-à-dire qui touchait aux questions d'éducation, qui touchait aux questions effectivement de conditions de travail, qui touchait aux questions d'environnement, et bien entendu, je veux dire, ce mouvement ne cesse de se développer. Et j'étais intéressé parce que, au-delà du programme du Pacte pour le pouvoir de vivre, ce qui m'apparaissait, c'était que ces organisations étaient en train de se transformer par le fait même qu'elles travaillaient ensemble. Et que chacun, et qu'au lieu de regarder des personnes qui par exemple étaient à la fois syndiquées et puis qui en même temps étaient engagées dans les mouvements écologistes, eh c'était la même personne qui se mettait à travailler. Et donc il se passe quelque chose, et de la même façon, moi je fais le lien avec ce qu'a dit Barbara Stiegler le premier jour, c'est-à-dire qu'en fait elle nous demandait de prendre d'autres lunettes, qui étaient celles en fait de regarder le néolibéralisme et ce mouvement, et la façon dont il était en train d'essayer de nous transformer, voire de nous formater dans un autre modèle. C'est de ça dont on parle en ce moment, et il me semble que, comme l'a dit Frédéric, et je partage profondément, je veux dire qu'on a besoin de retrouver un autre modèle démocratique, de la même façon qu'on doit avoir un débat politique et s'emparer de ce débat politique, on a aussi besoin de reconstruire quelque chose. Et ce que dit Jean-Louis est capital, c'est qu'il ne faut pas faire de ségrégation. On ne peut pas avoir un gouvernement qui est un gouvernement d'experts, avec ensuite comme interlocuteur des experts. Il faut absolument que, j'allais dire, tout citoyen, quel qu'il soit en capacité de pouvoir à un moment donné être concerné, interrogé et participer, et c'est comme ça qu'on va avancer. Ça aurait pu être la conclusion, mais on va la faire, et je voudrais que monsieur qui a eu beaucoup de patience, s'il veut bien se présenter, poser sa question sur témoignage. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, très bien, bien sûr. Voilà, donc je me présente, moi je suis médecin retraité, militant associatif d'une association qui a voulu stimuler le débat sur quelque chose qui nous semblait au carrefour de tous les échanges qu'il y a depuis avant-hier. L'association, c'est la santé, un droit pour tous. Alors, je m'excuse auprès de certains. On avait notre outil d'identification habituel, qui est un gilet jaune. Vous avez avant-hier soir, je le reconnais, on a discuté ensemble. Vous reconnaissez avec le logo derrière, oui, etc. Mais ce n'était pas un mouvement de gilet jaune, c'était une association de citoyens. On en a parlé ensemble. On a d'ailleurs laissé votre acte être distribué. Voilà, tout à fait. Et finalement, je me retrouve dans la proposition de M. Michel, et ça me va d'être un citoyen averti qui vient s'exprimer ici. Est-ce que vous avez une question? Alors, ma question, c'est, au carrefour du néolibéralisme, de la marchandisation de la santé, voire du marchandage, de la liberté peut-être excessive, des abus éventuels, etc., nous, à côté des grands enjeux qui ont été signalés par le Forum depuis avant-hier, etc., je crois qu'on a un dossier actuel qui nous questionne et qui doit nous questionner plus qu'il ne le fait sur la place publique, c'est celui des dépassements d'honoraires médicaux. Donc on est face à un problème qui explose, on peut dire, ou qui augmente de manière régulière depuis 1980, ouverture du secteur 2. On a la moitié des médecins spécialistes qui le pratiquent, pratiquement pas les généralistes, on peut dire, mais ça devient un problème de santé publique. Il représente actuellement
ces dépassements 15% de l'ensemble des honoraires médicaux, près de 3 milliards sur 20 milliards sur une année. Toutes les études sur le renoncement aux soins qui touchent au bas mot 25% de la population pour raisons financières, que ce soit durablement ou transitoirement, on y retrouve les dépassements d'honoraires médicaux comme facteur explicatif. Ok, donc est-ce que ça questionne les experts, la tribune, oui, l'Assemblée, et puis, si vous voulez, je crois que c'est au carrefour, moi, de tout ce que j'ai entendu depuis avant-hier, donc c'est dommage qu'on puisse le... Il y a M. Nice qui en a parlé, c'est la seule fois où je l'ai entendu dans le Forum Santé à venir, oui. Mais ma proposition, c'est de reprendre la question, qui est hautement symbolique à mon avis, et qui est un marqueur social très important, et de le traiter peut-être à la 4e édition du Forum Santé à venir. Merci de nous proposer de parler de la c'est sympa. Alors, est-ce qu'on est sur un facteur d'inégalité avec cette question? On va être pressé de conclure. Non, mais monsieur a raison d'aborder, parce qu'il faut aborder ce sujet-là, qui est un sujet sensible. Et en fait, moi, on l'aborde d'une façon beaucoup trop technique, en partant, quand je dis qu'il y a une mauvaise couverture du risque, c'est qu'en effet, les soins en France, il faut savoir que les tarifs en France des services et des produits de santé sont parmi les moins chers des pays développés. D'accord? Donc, premièrement, est-ce que c'est un problème de tarifs excessifs des services d'où qu'ils viennent? Non. Quand vous allez chez votre médecin, sachez qu'en moyenne, si vous faites une comparaison avec les autres, il a des tarifs qui sont plutôt inférieurs. Est-ce que ces tarifs sont bien couverts par un secteur assurantiel public ou privé? La réponse est non dans un certain nombre de cas, dont celui que vous avez cité pour les spécialistes. Donc là, on est sur un problème d'architecture de financement. On ne va pas rentrer dans le détail, mais comme il faut comprendre pourquoi. Il y a 30 ans, 30% des dépenses d'assurance maladie étaient dédiées aux 4 millions de Français qui souffraient d'une affection de longue durée. Aujourd'hui, les 2/3 des dépenses d'assurance maladie sont dédiées aux 11 millions de Français qui ont une affection de longue durée. Ça veut dire que vous avez 55 millions de Français qui, entre guillemets, doivent se partager plus qu'un tiers des dépenses d'assurance maladie. D'où l'action, et c'est bien le problème de la chose, c'est qu'on a cru qu'il suffisait que les complémentaires prennent le reste et s'arrangent pour prendre le reste. Donc les complémentaires sont à peu près partout, dans tous les soins pour les patients non ALD, quelque part, un peu, beaucoup, ça dépend. Donc un peu nulle part. Quand vous êtes un petit peu partout, vous êtes un petit peu nulle part. Et c'est pour ça qu'il y a une grande complexité des contrats. C'est que vous prenez des contrats qui sont censés vous protéger pour une palette de services extrêmement grande. Donc on est victime d'un non-choix, d'une absence d'arbitrage qui a été fait. Bon, donc je comprends ce ressenti-là, mais croyez-moi, ce ressenti ne doit pas porter sur les professionnels de santé qui font ces dépassements d'honoraires. À ce moment-là, vous fonctionnalisez tous les professionnels de santé, mais ne leur demandez pas, ou sinon vous leur demandez de faire autre chose. Enfin, il ne faudra pas se plaindre qu'il y ait une désertification médicale. Tout ce qui a entraîné un durcissement de cette gestion des honoraires s'est traduit et a accéléré la désertification médicale. Regardez la médecine générale en France, on a perdu 10 000 médecins généraux, généralistes en France. Mais vous avez le droit de ne pas croire, mais je réponds à votre question. Juste, deuxième point, j'entends néolibéralisme sur la chose, je ne suis pas un néolibéral, hein, social-libéral qui s'assume, mais c'est pas. Mais je crois qu'on ne reconstruira pas le système avec des approches dogmatiques. Que ça soit avec des. Je ne pense pas qu'une réflexion plus socialiste, plus conservatrice ou plus libérale soit le sujet. Je pense que c'est plutôt sur, encore une fois, le modèle de société. Et votre thème était particulièrement important. On n'a pas fini de répondre. Et c'est fini, je crois, non? Oui, bon, 5 minutes, c'est pour ça. Mais je crois que c'est ça. Il faut un petit peu arrêter de partir de dogmes politiques qui sont très respectables et dont il faut parler. Mais à mon avis, elles ne doivent pas être au cœur de la transformation du modèle. J'aurais voulu qu'on ait le témoignage de Patrick Fauché, qu'on avait eu tout à l'heure. Je lui ai demandé justement qu'il ait un regard sur ce débat après avoir planté le lien environnement-santé. Une réaction Oui, en rappelant que je ne suis pas un expert de la santé, on s'en fout. C'est pour ça qu'on a été intéressé par votre regard. Ce qui me frappe, c'est effectivement un aspect tout à fait commun entre les préoccupations environnementales et les préoccupations de santé, c'est la question de l'interdépendance. Et ensuite, une autre question qui me frappe aussi, qui est très commune avec un des enjeux forts de la santé, qui est la question de l'énergie. L'énergie étant un bien qui se raréfie et sur lequel on est en train de basculer vers l'énergie électrique, c'est qu'on part de l'opulence. On
part de l'opulence, d'une politique de reconstruction de l'après-guerre, où on décide de effectivement se substituer à un certain nombre d'acteurs, et c'est le cas pour l'énergie, et c'est le cas apparemment pour la santé, si je comprends bien ce qui a été dit. Donc interdépendance et un débat sur l'opulence. Le problème, c'est que le débat sur l'opulence conduit à un autre débat, qui est celui jusqu'où. Et là, aujourd'hui, vous avez tous vu évoluer la question des climato-sceptiques. Aujourd'hui, il n'y a plus de climato-sceptiques, il n'y a plus qu'une réalité. On en connaît quelques-uns encore. Ils sont de plus en plus rares. Et cette réalité, on commence à la subir à la fois sur notre milieu nourricier, mais on commence à la subir aussi de manière peut-être encore plus importante qu'elle n'y paraît, parce que les indicateurs, encore une fois, manquent sur les impacts en matière de sanitaire. Donc on a cette double dualité et ce risque, et là, le débat devient, est-ce qu'il faut faire de l'écologie punitive, est-ce qu'il faut faire de la santé punitive, et c'est un vrai débat. On est dedans. Allez, un mot de conclusion de Jean-Louis Jaillat, et puis Bertrand fera le dernier mot. Oui, peut-être juste avant Oui. sur les dépassements d'honoraires, parce que c'est vrai qu'on attend beaucoup des complémentaires là-dessus. Je crois qu'il faut regarder ça également en dehors de toute passion. À un moment donné, il faut savoir aussi que certaines interventions aujourd'hui sont rémunérées à un tarif qui ne paie pas le ticket d'entrée au bloc pour certains chirurgiens. Donc à un moment donné, il faut quand même aussi se dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Si on prend quelque chose qui est très classique, comme l'extraction d'une dent, par exemple, quand on voit au niveau auquel c'est tarifé, je veux dire, il faut pas s'étonner après que le praticien, il se dise, voilà, si je fais une prothèse, je vais essayer de me rattraper sur la prothèse, parce qu'il faut quand même, on a des gens qui ont fait des études longues, qui font quand même un métier qui n'est pas simple, et à un moment donné, ça nécessite une rémunération juste. Après, moi, sur le principe du dépassement d'honoraires, on sait d'où ça vient, c'est simplement parce qu'à un moment donné, on a dit que l'assurance maladie ne pouvait plus assumer, puis on a renvoyé une partie vers les complémentaires. Bon, vous savez, ça fait l'objet de nombreux débats, et puis notamment autour des réseaux de soins. On a caressé l'idée à une époque qu'on aurait pu arriver à trouver des accords avec les professionnels de santé. Pourquoi un accord? Parce que si vous voulez intervenir et si vous voulez pouvoir jouer sur le reste à charge des patients et pouvoir regarder vos adhérents dans les yeux, il faut qu'à un moment donné, vous puissiez agir sur l'offre et que vous puissiez trouver un accord avec les professionnels de santé. Bon, la loi ne nous l'a pas permis, c'est un problème qui... Mais il n'empêche que les mutuelles font un effort et les mutuelles essaient d'intervenir sur les dépassements d'honoraires. Après, ce qui pose problème et qui fait souvent, et qui l'emporte souvent, c'est les dépassements d'honoraires qui sont très très importants quand on arrive à certains seuils, ou alors à partir de là, c'est vrai que personne n'y peut plus rien d'ailleurs, et la mutuelle non plus, parce que sinon c'est la fuite en avant. Merci. Allez, une conclusion, 2 minutes maximum, Bertrand Garros, et on va continuer avec les points très rapporteurs. rapides. Je fais la transition avec les dépassements parce que c'est très illustratif. On a voulu cantonner la régulation de la dépense à la seule régulation de l'assurance maladie. Et donc il y a eu un deal, du coup, on a dit aux médecins, ben voilà, on ne touche pas à la nomenclature, et puis à côté de ça, vous pourrez faire des dépassements. Et c'est là où on voit qu'on est dans nos contradictions les plus totales. On aboutit à des choses qui sont insatisfaisantes pour tout le monde, pour le professionnel comme pour le patient, avec tout ce qui a été évoqué. Et du coup, c'est mon deuxième point, et c'est là où on voit qu'on a effectivement besoin de cette dimension citoyenne qu'on n'a pas. Et je reviens du coup sur une dimension, on a beaucoup parlé des usagers et des patients, c'est très bien, mais usagers et patients, quelque part, c'est aussi consommateurs. Et c'est intéressant de se rendre compte que la CRSA, donc la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie Nouvelle-Aquitaine, à l'occasion d'une refonte des textes de la Conférence nationale, qui est à l'occasion d'un avis sur la Ma Santé 2022, avait demandé qu'on n'enlève pas les notions d'usager et de patient, mais qu'on introduise la dimension d'une citoyenneté en santé. Et je vous le dis de manière très transparente, je suis allé débattre et proposer ça à la Conférence nationale de santé, donc tous les acteurs de la Conférence nationale de santé, et on s'est fait retoquer. Et on nous a dit non, c'est les usagers, c'est les patients, les usagers, c'est pas du tout la citoyenneté. Et puis la citoyenneté, ça concerne que les citoyens français. Enfin, que des arguments, à mon sens, à côté de la plaque. Donc là aussi, on voit qu'on a du chemin à faire.
Et c'est pas pour dire qu'il faut plus s'occuper de l'usager et du patient, pour dire qu'il faut aller au-delà de l'usager et du patient, et que je pense que si on ne retrouve pas, et je crois que ce débat est très illustratif de ça, si on ne retrouve pas cette dimension de citoyenneté en santé, avec tout ce que ça suppose d'éducation et de compréhension des choses, on aura du mal à aller vers un système permettant, avec les ressources qu'on a encore humaines et financières, d'aller au-delà et de faire beaucoup mieux que ce que nous faisons déjà. Merci beaucoup, et on est ravis d'entendre des structures avec ce mot. On est heureux d'accompagner tous ces débats citoyens, que ce soit sur la santé.